Merci pour m'avoir demandé de présenter ce topo. Donc, en fait, c'est ce bébé, finalement, vous n'avez pas réussi, quoi. Il a fait l'arrêt hypoxique, vous avez massé. Alors, avec un peu de chance, vous l'avez récupéré, il va en réa, il a 16 de lactate et vous ne savez pas trop ce qui va se passer. Et puis, avec un peu moins de chance, vous ne l'avez pas récupéré. Alors, ça peut être au bloc, ça peut être en réa. Vous pouvez plus ou moins être impliqué. Mais là, on va parler des événements indésirables graves. A priori, ils sont liés à quelque chose que vous avez fait. Ce n'est pas uniquement la pathologie de l'enfant qui est responsable de ça, mais c'est l'anaphylaxie, oui, parce que vous avez choisi de faire une céphalosporine chez un enfant qui avait une petite éruption et que vous vous êtes dit que... Voilà. Donc, c'est des situations, malheureusement, qui arrivent où... on n'est pas forcément dans l'erreur, mais en tout cas, on a provoqué une situation, et cette situation nous a confrontés à quelque chose de grave. Ça nous est arrivé, ça nous arrivera encore. Ça nous arrivera même, en fait, sans doute de plus en plus, puisque nos soins sont de plus en plus techniques, nos patients de plus en plus graves, et nous avons régulièrement des événements indésirables liés à tout ça. Ça a été extrêmement... mis en avant dans nos métiers au début des années 2000 avec ce rapport aux États-Unis qui avait estimé qu'il y avait 2,9 à 3,7% des patients hospitalisés qui subissaient un événement indésirable grave. Et on disait que ça faisait 6 à 13% qui conduisent au décès du patient. J'avais calculé que dans ma réanimation, on a à peu près 55 décès par an. Ça ferait 3 à 9 décès qui seraient liés à un événement indésirable grave. Ça me paraît énorme. Aux États-Unis, ils évaluent ça à 50 à 98 000 morts par an liés à des événements indésirables graves, plus que des accidents de la route, plus que du cancer du sein et du sida. Ça, c'était dans les années 2000. En 2016, un papier publié sur des données 2013 estimait que c'était la 3e cause de mortalité aux États-Unis. Donc, c'est des situations qui arrivent et qui vont nous arriver. Alors, on a toute une démarche institutionnelle à faire quand on fait face à un événement comme ça. C'est quelque chose souvent qui vient un petit peu avant, mais avertir le responsable du service, c'est important. Il nous est arrivé une situation cocasse à l'époque où c'est Olivier Pau qui dirigeait le service, où suite à un problème médicamenteux, la pharmacovigilance avait été alertée avant le chef de service. L'ARS avait été alertée avant le chef de service et l'ARS avait téléphoné au chef de service qui n'était pas au courant. Ça fait désordre. Donc, prévenez les responsables du service quand vous avez ce genre d'événement. Et puis ensuite, ça va passer par des couches administratives, mais qui ne vont pas résoudre nos difficultés de l'annonce. Quand on est impliqué dans un événement indésirable grave, après avoir averti, il faut informer les parents et c'est sans doute un moment particulièrement difficile. Il y a un enjeu déontologique et éthique, on est obligé d'informer les parents. Il y a un enjeu juridique parce que, surtout si on pense qu'il y a une erreur, une faute, et puis de plus en plus, on imagine que derrière, il peut y avoir une démarche juridique. Et puis, il y a un enjeu psychologique, et on va en parler aussi. Donc, l'annonce d'un événement indésirable grave, c'est une mauvaise nouvelle. C'est un entretien qui va être difficile. J'aime bien cette définition de l'annonce de la mauvaise nouvelle, qui est quelque chose qu'on n'a pas envie de dire à quelqu'un qui n'a pas envie de l'entendre. Et c'est exactement ça. Il n'y a pas de bonne façon pour l'annoncer. Par contre, il y a des façons beaucoup plus traumatisantes et traumatiques que d'autres et qui vont avoir plus de conséquences que d'autres. Et donc, c'est peut-être là-dessus qu'il faut essayer de travailler. Avec la culpabilité, bien souvent, même si on n'est pas directement responsable, on a promis aux parents, quand c'est au bloc opératoire, que l'enfant allait ressortir et qu'il allait retourner à la maison, et puis ça ne va pas être le cas. Tout ça, ça doit nous amener à bien préparer l'entretien qu'on va faire. Juste un petit film, ou un extrait de film. Ah, pardon, j'espère que ça va marcher. Allergique grave ou la profonde.
Isabelle, ça va aller. Bonjour. Bonjour. Voilà, L'opération s'était bien passée et il y a eu un accident cardiaque imprévisible, je suis désolé. On s'est bagarré, on n'a rien pu faire. Quoi? Je comprends pas. Il est mort, madame. Mais non. Je suis désolé, c'était la seule solution, il fallait opérer. Non mais opérer quoi? Pourquoi? C'était la seule solution, madame Lapierre. L'état dans lequel votre mari est arrivé à l'hôpital. Non. Je suis désolé. Attendez, madame. Écoutez, madame Lapierre, l'état dans lequel votre mari est arrivé à l'hôpital, c'était vraiment la dernière solution. Calmez-vous, madame Lapierre. Non, enfin, je ne suis pas madame Lapierre. Quoi? Vous n'êtes pas madame Lapierre? Attendez, elle vient vous dire. Bon, je suis désolé, vraiment. Excusez-nous, vraiment, désolé. Bonne journée. C'est quoi ce délire, là? Madame Lapierre, vous dites que c'est là. Pierre et madame Lapierre, alors. On va passer à la diapo suivante. Alors, merci à Laure de Saint-Blanca qui m'a passé ce petit extrait qu'elle passe dans les séances de simulation pour discuter avec les étudiants. Et j'adore ce petit extrait parce que quand j'étais interne, j'ai fait ça. J'ai annoncé à une famille le décès qui allait venir d'une patiente et c'était pas du tout la bonne patiente. Et donc c'est quelque chose qui arrive même aux meilleurs, n'est-ce pas? Et surtout à ceux qui ne sont pas prévenus. On ne demande pas le nom, on ne fait pas attention à qui on parle. Et il y a plein de bonnes raisons. Donc voilà, ces annonces, elles se préparent. On peut critiquer 1000 choses, hein, mais on n'est pas là pour ça. Mais ça se prépare. Qui doit donner l'information? Est-ce que c'est le bon moment? À quel moment on va faire ça? Il ne faut pas forcément trop se presser. Qu'est-ce qu'on sait exactement sur l'événement qui s'est passé, ses conséquences? Qu'est-ce qu'on peut affirmer? Qu'est-ce qu'on peut dire vraiment, sans partir dans des histoires pas possibles? Quelles questions se posent encore? Qui doit assister à l'entretien? Est-ce qu'on doit être seul? Est-ce qu'on doit être accompagné de l'infirmière, du chirurgien, selon ce qui s'est passé, du responsable de service, d'unité? Où est-ce qu'on donne l'information? Où est-ce qu'on s'installe? Quel va être le contenu? Comment les gens vont réagir, comment on va réagir à leur réaction, comment on va contrôler ça. Bref, une multitude de choses qu'on peut anticiper, qu'on doit anticiper dans cette situation difficile. Donc le contexte, ça doit être dans un endroit calme, ça c'est maintenant bien décrit, hein, les annonces difficiles, ça doit se faire si possible dans un endroit dédié, ça existe dans les réanimations, peu dans les blocs opératoires, où quand même ces situations ne sont pas tous les jours, mais si possible dans un endroit en tout cas bien calme. Il faut prévoir du temps. Il faut prévoir de ne pas être interrompu par une multitude de choses parce qu'on a besoin d'être bien présent. Donc se présenter, quand on se présente et qu'on demande à qui on parle, on évite ce genre d'erreur. On va utiliser le prénom de l'enfant, ça paraît rien, mais on personnalise quand même la prise en charge. Et puis il faut être présent. C'était un monsieur qui était venu faire il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça pour ceux qui y étaient, une présentation sur la relation au patient. Un monsieur qui n'était pas du tout anesthésiste réanimateur, c'était sa maman qui était anesthésiste réanimateur. Lui, il était plutôt prestidigitateur, il faisait des choses assez incroyables. Et il disait qu'un des défauts, c'est qu'on n'est pas présent, qu'on n'est pas attentif. Et effectivement, il faut être disponible, il faut savoir soutenir le regard des gens et être attentif aux réactions, aux émotions. Il faut savoir vulgariser. Très, très difficile de vulgariser. On croit souvent qu'on sait bien le faire. En réalité, c'est extrêmement difficile. Savoir poser des silences pour écouter les gens, même dans ces situations-là, c'est important. Reconnaître la souffrance ou la colère, savoir l'exprimer, exprimer qu'on comprend que les gens sont en colère, exprimer de l'empathie. Et puis, excusez-moi, j'oubliais des choses qui sont importantes, le contenu, donc dire la vérité, essentiel, hein, je crois qu'il n'y a pas de discussion possible, même quand les choses sont très compliquées. Moi, j'ai 2 exemples dans ma carrière de situations complètement incroyables où on a dit la vérité. Ça n'empêche pas la colère, ça n'empêche pas l'action en justice quand elle doit avoir lieu. Néanmoins, ça nous soulage aussi de dire la vérité. C'est quelque chose d'important et puis ça évite des complications par la suite. Essayez d'être clair en quelques phrases. Répondre aux questions, s'assurer de la bonne compréhension,
expliquer ce qui va se passer immédiatement, parce que souvent, les gens, on leur dit, bon, il est en réanimation, et puis voilà, si on n'explique pas qu'on va les emmener en réanimation, qu'ils vont pouvoir le voir, etc., souvent, c'est assez difficile à vivre. Formuler des excuses quand on est en faute, ou évidemment dire qu'on est désolé quand on ne sait pas si on est en faute ou pas, mais quand on est en faute, ou quand il y a eu une vraie erreur, un vrai problème, il faut savoir formuler des excuses, c'est essentiel. Expliquer qu'il y aura une déclaration et une analyse de l'événement. Et ça, c'est très souvent que les parents le demandent parce qu'ils peuvent comprendre, et d'ailleurs la majorité des gens comprennent qu'il peut y avoir des accidents. En revanche, ils demandent absolument à ce que ça ne se reproduise pas quand ça survient. On peut parler du droit des patients. Ça peut aider parce que finalement, quand on sait que clairement il y a eu soit un aléa, soit un événement indésirable dont quelqu'un est responsable, on peut expliquer aux gens qui peuvent demander le dossier médical, qu'il y a une commission de conciliation, éventuellement même qu'il peut y avoir une plainte. Alors ça, en général, on ne le dit pas, parce que la commission de conciliation, c'est déjà pas mal. Si on les pousse à la plainte, on risque quand même d'aller un peu loin, mais enfin, s'ils posent la question, il faut répondre que c'est possible, et bien entendu. Alors c'est un moment qui est difficile pour les soignants. D'abord, on a peur de causer de la peine, évidemment, d'être accusé, des réactions émotionnelles, il y a la culpabilité, le manque de temps. On peut être fatigué, épuisé dans ces situations-là, et puis on est peu ou pas entraîné. Il y a 50% des médecins qui ont eu une formation à la communication avec les familles, donc c'est beaucoup de gens qui n'ont pas du tout l'habitude de ça. Il peut y avoir des histoires personnelles aussi qui viennent impacter notre vécu de la situation et qui rendent l'entretien particulièrement difficile. En 1996, dans le JAMA, il y avait un joli papier qui expliquait bien finalement que, vous voyez, le stress du médecin avant les entretiens difficiles, il survient un petit peu avant, mais il est presque équivalent à celui que va subir le patient ou sa famille au moment de l'annonce. Il y a pas mal d'outils pour essayer de se former à ça. Sur le site de l'HAS, il y a une vidéo où on fait une annonce d'une mauvaise façon, puis une autre où on est un peu plus appliqué. C'est un peu caricatural, mais pas inutile. On peut se former à la simulation. Nous, on fait ça avec les internes. Et puis, un petit peu de pub pour un livre qu'on a rédigé avec le comité éthique et le comité de vie professionnelle. L'analyse, elle va passer par quelque chose que vous connaissez sans doute tous maintenant quand on travaille en établissement. Les événements indésirables graves, ils sont analysés selon le principe et le modèle de Reason, qui est que c'est un enchaînement d'événements qui va conduire à l'événement indésirable et que c'est jamais une seule personne qui est responsable de cet événement. Et ça se confirme dans 99,9% des cas. Il y a toujours une multitude de choses qui font qu'on en arrive à la catastrophe. C'est une démarche qualité normative où on va mettre en place une réflexion, pourquoi ça s'est passé, et puis corriger ça en espérant avoir une amélioration continue grâce à différentes actions de la démarche qualité que vous connaissez, qui sont très en place maintenant dans les établissements, qui sont extrêmement utiles et qui ont transformé certaines pratiques. On peut parler de la checklist. La checklist, la première donnée, la première étude Princeps dans le New England, qui était faite sur 8 gros centres hospitaliers, blocs opératoires internationaux, qui allaient en Afrique, au Canada, aux États-Unis, enfin un petit peu partout. Et il y avait une diminution de la moitié de la mortalité périopératoire quand on utilisait la checklist. Alors cette étude a été très critiquée, mais ce qui est certain, c'est que ça diminue de façon drastique le nombre d'événements indésirables graves, et surtout, ça diminue ceux qui sont évitables, parce qu'il y en a qui ne sont pas évitables, mais il y en a en général à peu près la moitié dans les études qui sont évitables. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Les chiffres que je vous ai donnés au début de ce topo sont parlants, c'est quelque chose de très important, et donc cette démarche, elle sert à ça. Ce qui va se passer également après un événement indésirable grave, c'est l'impact de l'équipe soignante. Alors chacun a ses petits moyens, on va le voir après, mais la première chose que souhaitent les soignants qui sont impliqués là-dedans, c'est de pouvoir discuter avec quelqu'un de proche et de confiance de l'équipe.
Mais c'est vrai qu'on a un peu toutes les attitudes. Hein. Celui qui explique en souriant que bah oui, on a son petit cimetière, c'est comme ça, hein. On en a tous tué quelques-uns. Hein. Et puis celui qui est très en colère, qui dit mais qu'est-ce que tu as fait, c'est n'importe quoi. Celui qui dit ah ben moi ça m'est jamais arrivé, ça, t'as vraiment pas de cul. Hein. Voilà. Celui qui dit surtout on n'en parle pas, il vaut mieux pas le dire. Celui qui dit bah viens on va boire un petit coup, on va oublier ça. Enfin bref, mais chacun a sa façon de réagir à ces événements. Mais ce qui est sûr, c'est que ça peut avoir un impact et ça peut avoir un impact grave. Il y a un travail qui avait été fait par l'équipe de Caen il y a quelques années et qui montrait effectivement il y avait un impact fort de ces événements indésirables graves, mais surtout que vous voyez c'était alors je me souviens plus, mais je dirais que c'était en 2010, 12 peut-être, que ça a été publié, mais il y avait, vous voyez, les RMM, il y en avait 20 sur 70 pour les médecins qui avaient répondu et 31 sur 71 pour les infirmières qui avaient répondu. Donc c'était assez peu suivi. C'est des gens qui faisaient abus de substances pour les médecins, idées noires, suite à l'événement indésirable grave. Et les débriefings, par contre, en équipe étaient quand même assez bien faits. En revanche, zéro suivi psychologique, qu'on soit médecin, qu'on soit infirmier. Donc il n'y avait absolument pas de démarche de suivi, alors que 20 et 14% des soignants le souhaitaient. Ces données, elles existent à l'international et on est dans le même ordre d'idées, hein, avec même moins, vous voyez, des débriefings qui arrivent dans 45-52% des cas. Alors c'était chirurgien et anesthésiste au bloc opératoire. Avec tous les stades de l'évolution suite à un événement, un traumatisme, voilà, pardon, qui survenait, hein, avec la colère. Et puis finalement, l'acceptation, mais vous voyez, l'acceptation, c'était 80 et 72%, donc ça fait beaucoup de gens aussi qui n'acceptent pas ça, qui restent sur quelque chose qui n'est pas résolu. Et il y a assez peu de suivi et de prise en charge de ces secondes victimes. Et il y a très peu de littérature sur la façon de les aborder, tellement peu de littérature que je me suis penché. J'ai juste trouvé ce papier dans une revue d'infirmières anesthésistes, assez intéressant puisque c'était une revue exhaustive de toutes les démarches un petit peu poussées qui avaient été faites dans les équipes. Alors ce qui ressortait, c'était que ce que demandent les soignants, c'est de pouvoir discuter avec un collègue de travail, et ensuite de discuter avec l'équipe. Mais il est relevé systématiquement qu'il y a un vrai problème de confiance, qu'on a très peur d'être montré du doigt, qu'on a très peur d'être stigmatisé suite à ces événements. Et donc c'était fortement conseillé de former des managers. Il y avait d'ailleurs un travail qui avait été fait et qui montrait, alors c'était une école de management, mais qui faisait de directeurs, pas de médecins, et qui montrait qu'il y avait à peu près 10% des managers qui avaient une idée qu'il pouvait y avoir une seconde victime suite à ces événements. C'est un travail qui était fait en 2015. Il y a quelques travails de programmes de soutien qui avaient été organisés. Il y en a 3 qui étaient cités, de grande ampleur, mais qui n'étaient pas évalués. On ne savait pas s'il y avait un bénéfice finalement, si c'était ce qui était attendu, mais il y a des gens qui ont essayé de mettre ça en place. Néanmoins, ça reste anecdotique et dans la littérature, on ne sait vraiment pas ce qui permet de soulager vraiment, effectivement, les secondes victimes suite à ces événements. Les problèmes donc majeurs, c'est la confiance et finalement le manque de culture de cette démarche qualité qui est un vrai problème dans beaucoup d'établissements, dans beaucoup d'équipes. Alors cette démarche qualité, maintenant, on a beau la connaître, c'est vrai que les déclarations d'événements indésirables graves qui remontent à l'ARS sont extrêmement peu nombreuses et qui remontent normalement d'ailleurs à l'HAS aussi, sont extrêmement peu nombreuses au regard des chiffres qui sont annoncés, puisque c'est de l'ordre de 1000 à 1200 par an en France. Autant vous dire que c'est extrêmement bas concernant toutes les spécialités. Ça veut dire qu'on ne déclare pas, et il y a une sous-déclaration, et ce qui veut dire qu'on n'utilise pas ces événements indésirables graves, probablement qu'on ne les utilise pas assez pour progresser. Pour progresser, il y a une autre solution, parce que la démarche qualité qu'on a, les RMM, elles ont aussi des inconvénients. Ces RMM, elles sont
Elles ont beau être normalement complètement anonymisées, en général, on se retrouve à quelques personnes et il y a quelqu'un qui est au milieu, qui était en bout de chaîne et tout le monde sait très bien qui c'est. C'est souvent très culpabilisant, ça peut être extrêmement mal vécu aussi et ça peut aggraver le cas de certaines secondes victimes. Donc c'est assez difficile à faire, il y a tout un enjeu de prise en charge psychologique de certains, c'est pas tout le monde hein, bien sûr, mais dans certains cas, pour éviter des catastrophes qui peuvent mener jusqu'au suicide du médecin ou de l'infirmière. Il y a je ne peux pas ne pas vous parler de ce système d'organisation haute fidélité qui a été proposé dans les années 80, basé sur l'aviation et en particulier sur des systèmes très instables comme les porte-avions, mais il parlait également à ce moment-là des services de réanimation pédiatrique cardiologique et des blocs opératoires pédiatriques où finalement tout peut basculer très vite quand on est chez des patients instables. Un petit peu différent du système de l'aviation où la démarche qualité normative est très très efficace parce que les choses sont très très réglées. Finalement, les événements qui ont peu de chances de survenir sont très très rares, alors que les systèmes très instables sont beaucoup plus difficiles à traiter avec cette démarche normative. Et les organisations haute fidélité sont proposées dans ce travail. Alors, c'est un travail où les auteurs ont mis en place. C'est un très beau papier, si vous avez l'occasion de le lire, ont mis en place cette démarche au sein d'un hôpital à Houston. Cette organisation haute fidélité, elle repose sur 5 principes, et en particulier sur la culture d'équipe et sur la communication au sein des équipes, avec une préoccupation constante pour l'échec, la réticence à simplifier les interprétations, c'est trop souvent qu'on entend « Ah bah oui, il ne fallait pas faire ça, la médecine rétrospective, il n'y a rien de plus facile. Hein. Oui, il ne fallait pas faire ça, mais à ce moment-là, on a fait ça, et ce n'est pas pour rien. Il y a toujours une raison qui nous a conduit à faire ça. Et donc, il faut vraiment, vraiment se méfier de ça. La sensibilité à l'opération en cours, être extrêmement attentif à ce qui se passe. Ça aussi, c'est peut-être des messages qu'on n'entend pas assez. L'engagement à la résilience. Le principe de nos équipes, c'est de savoir justement gérer ces situations catastrophiques, même si elles arrivent assez peu souvent, de savoir comment on doit les gérer. Chacun ses méthodes, finalement, c'est peut-être pas tant la méthode, mais c'est d'avoir une méthode, de travailler en équipe et de savoir comment on va les gérer. Et puis le respect de l'expertise en s'appuyant sur les gens qui ont l'expérience, et pas forcément d'ailleurs le plus ancien, ou pas forcément le responsable, ou pas forcément la personne ultra spécialisée, mais il y a quelque chose qui peut être mieux connu que quelqu'un, et à ce moment-là, c'est à cette personne qu'il faut demander, même si c'est un jeune assistant qui a fait un topo il n'y a pas longtemps et que personne ne connaît le sujet, ben peut-être que c'est lui qui doit être interrogé à un moment donné pour gérer une situation. C'est ça la logique de cette démarche. Voilà. Ce qui est expliqué, c'est que ça travaille sur l'honnêteté, sur la confiance en l'autre et donc la confiance en soi. Ça favorise la communication, ça réduit le risque d'erreur de façon importante. Ça ouvre la parole, c'est-à-dire qu'on est capable de dire « ben non, tu ne devrais pas faire comme ça », qui qu'on soit. On peut aussi s'exprimer et dire clairement qu'on a fait une bêtise, qu'on n'aurait peut-être pas dû faire ça, sans être montré du doigt. C'est toute une démarche qui est assez riche et qu'on peut imaginer pour améliorer nos pratiques. En résumé, les événements indésirables graves, ça fait partie de notre métier et ça continuera. Il faut savoir assumer ses responsabilités, mais il faut être aidé pour ça. Ça peut nous aider à apprendre à éviter les erreurs il faut apprendre à éviter les erreurs de communication qui sont des fois catastrophiques. Les secondes victimes, il faut les prendre en charge. Les événements indésirables graves doivent donc nous aider à progresser. Et la culture de service, au sein de l'hôpital, on voit trop souvent, moi j'ai vu des gens qui ont été changés de service, etc., parce qu'ils avaient fait une bêtise. Une bêtise, c'est 2 fois la dose ou 3 fois la dose d'un médicament. Hein. Ça arrive tout le temps. Si on commence à punir les gens là-dessus, on ne peut pas progresser. Et puis l'intérêt de ces modèles d'organisation haute fiabilité qui nécessitent un travail d'équipe au sens large. Je pense que même c'est au niveau administratif que ça doit se jouer avec les médecins. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour discuter.